Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joël Milquet. Joël Milquet, bonjour. Bonne année. Oui, Voilà. meilleur vœu. Alors, on va d'abord revenir sur l'image de Bruxelles, sur le dernier mois à Bruxelles qui était catastrophique. Et on essaye de redorer le blason de Bruxelles. Visite Bruxelles lance une campagne, la ville de Bruxelles lance des initiatives, le Premier ministre veut faire le tour du monde pour dire du bien de Bruxelles. Comment, d'après vous, faut-il dire du bien de Bruxelles? Comment redorer l'image de Bruxelles? D'abord, la première chose, c'est de mettre un tout petit peu de distance par rapport à la manière avec laquelle la presse française et certains politiques français ont, pour se dédouaner de certaines choses, ciblé excessivement Bruxelles comme étant le seul lieu responsable de l'organisation et de l'implication dans les actes parisiens. Alors, on ne va pas évidemment faire du déni, bien évidemment qu'il y a une problématique forte, qu'elle doit être prise en compte, qu'elle est essentielle et importante, mais ce sont des problèmes que l'on connaît en France, c'est des problèmes que l'on connaît en Allemagne. Nous sommes en fait au niveau européen, tous au niveau de nos démocraties, face à cette problématique de radicalisation qui n'était pas imaginable il y a 5-10 ans. Et donc Bruxelles en est victime comme d'autres, pas plus, pas moins. C'est pas pour autant comment améliorer l'image? Le constat, je crois que tout le monde le partage. D'abord, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de travailler chacun dans son côté, avec des petites campagnes qui vont un peu partout, dans tous les sens, etc. Il nous faut une unité. Ce qui manque à Bruxelles, en termes de gouvernance, c'est justement de fédérer l'ensemble des niveaux de pouvoir qui ont chacun des rôles clés sur Bruxelles. On a les communautés pour l'enseignement et pour les politiques de jeunesse. On a le fédéral pour la sécurité, on a la région pour l'économie et l'emploi et le tourisme. Et en fait, on a tous une parcelle de la solution, mais de manière séparée, on est complètement inefficace. Donc, qui doit gérer moi, ça? Ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse une rencontre de l'ensemble des niveaux de pouvoir pour voir comment nous pouvons avoir une stratégie unique que chacun construit dans son niveau de pouvoir, mais qui suit au moins un objectif commun. Ça me semble indispensable. Et derrière cela, moi, je trouve que la plus belle réponse que nous pouvons faire en termes d'image, mais aussi en termes de valeur, mais aussi en termes de sens, c'est d'opposer et de répondre par la culture, notamment. Au-delà, évidemment, de l'investissement dans la sécurité, dans la prévention que nous devons par ailleurs faire. Ça peut être une réponse. Et les politiques culturelles, elles sont beaucoup trop éclatées à Bruxelles aussi. Et donc, moi, je vais prendre bien prochainement une initiative pour que nous puissions, avec notamment Sven Katz, rencontrer l'ensemble des responsables qui ont une parcelle de politique culturelle dans les mains, que ce soit au niveau régional, au niveau fédéral, etc., pour que nous puissions déployer une stratégie qui, justement, dope nos efforts culturels, notre offre culturelle, notre image. Et alors, je crois que le dernier point, c'est d'investir dans la promotion de la diversité, de considérer que la diversité, voilà, c'est aussi une solution. Le respect de l'autre, le fait de travailler la manière de vivre ensemble avec des socles de valeurs communes et de ne pas monter les habitants de Bruxelles les uns contre les autres. On va en reparler, mais pour terminer sur cette affaire d'image, on vous a reproché aussi que vous aviez fermé les écoles et que c'est vous qui avez créé le chaos de la communication. C'est vraiment du n'importe quoi, excusez-moi. Si vous vous souvenez des événements, qui a décidé de fermer les écoles? C'est le Conseil national de sécurité au niveau fédéral dont je ne suis pas membre, et dont je ne fais pas partie. Je n'ai fait qu'exécuter les décisions qui ont été prises au niveau du Premier ministre, et je crois que c'était des bonnes décisions, mais ce n'est pas moi qui les ai prises. Moi, j'ai exécuté, j'ai organisé l'information à l'égard des parents. C'est d'une mauvaise foi politicienne. Fin de l'histoire pour vous. Oui, écoute, vu de la personne d'où ça venait, ce n'était pas très étonnant. Alors, parlons de cette diversité et à une triste occasion, c'est la commémoration aujourd'hui des 1 an des attentats de Charlie Hebdo et puis 2 jours après de la tuerie de l'Hypercacher. 1 an après, est-ce que vous êtes toujours Charlie? Est-ce que vous croyez que quelque chose a changé en cette matière-là? Bien évidemment, je veux dire, plus que jamais, surtout qu'il n'y a pas eu que Charlie Hebdo, qu'il y a eu le drame de Paris et que l'on voit que nous sommes face à un risque et face à un vrai phénomène de société qui est plus qu'inquiétant en termes de radicalisme, en termes de terrorisme, en termes de haine de l'autre, en termes de racisme qui alimente aussi. Donc on a 2 problèmes, on a 2 fléaux, on doit mener 2 guerres. Celle contre le terrorisme, le radicalisme, l'obscurantisme et en même temps celle contre le racisme et tout ça s'auto-alimente.
Et il faut faire très attention de ne pas n'avoir qu'un combat. On doit vraiment en avoir deux. Et donc, être Charlie, c'est quoi? C'est non seulement plaider une société du respect, de la liberté d'expression, de nos valeurs démocratiques, mais aussi du respect de l'autre, quelle que soit sa confession, son origine, et ne pas se replier les uns et les autres par peur, en faisant des amalgames, en caricaturant les uns et les autres, parce qu'on est pour le moment dans une société qui est en train de se cloisonner, de se diviser, ce qui m'inquiète. On a le droit au blasphème, selon vous? Alors, moi, parce que parfois on a confondu caricature. C'était le grand débat, donc bien évidemment que nous sommes dans la société de la liberté d'expression et qu'on ne peut pas légalement empêcher une liberté d'expression. Elle fait partie de nos valeurs démocratiques. Maintenant, il y a toujours une responsabilisation personnelle, responsabilité personnelle. Est-ce que vous avez envie de blesser des gens ou pas quand vous êtes dessinateur ou quand... Mais pour vous, ça reste un droit. Il n'est pas question de revenir là-dessus. C'est un droit, ça fait partie de notre démocratie. Maintenant, à titre personnel, il y a des tas de caricaturistes qui ont dit moi, je n'ai pas envie de blesser des gens, donc moi, je ne vais pas faire des caricatures. En fait. Voilà, moi, je pense qu'on doit aussi pouvoir se limiter dans le respect de l'autre. Ça, c'est une question d'éthique personnelle. Pour moi, c'est important. Je pense. Alors vous avez mené toute une série d'actions en termes de déradicalisation suite aux attentats, justement. Et d'après vous, qu'est-ce qui était le plus fort en un an? Qu'est-ce qui vous a frappé comme action qui était la plus efficace sur le terrain? En tout cas, nous avons tout de suite... demander qu'on déploie vraiment toute une série d'initiatives, d'outils de débat, justement pour expliquer, décoder avec les jeunes, les faire parler et pouvoir un petit peu rectifier ce qu'on entendait. Parce qu'il y avait un peu de tout, notamment toute la problématique du blasphème qui, pour certains, avait l'air de pouvoir, le cas échéant, légitimer des attentats, ce qui est inacceptable. Et en même temps, comprendre une sensibilité d'une communauté qui se sentait aussi blessée. Donc il a fallu former des enseignants, il a fallu faire alors ce genre d'opération. Moi, les plus belles initiatives, qui sont parfois toutes simples, quand je parle de la culture, qui est une vraie arme de réponse, nous avons en fait offert à 12 000 jeunes, au niveau des écoles, le fait de pouvoir aller voir la pièce Djihad de M. Saïdi Ismaili, et qui est une pièce qui explique le trajet justement de 3 jeunes qui partent en Syrie et qui permet, après d'avoir un débat qui démontre à quel point c'est vain, à quel point ils sont manipulés, et tous les sujets, en fait, l'antisémitisme, etc., le rapport à l'islam sont abordés, et on a pu avoir des débats magnifiques avec des jeunes après, qui ont pu s'exprimer, et certains m'ont dit en sortant, moi j'ai changé de vision après cette pièce. Et donc il y a par le théâtre action, par les débats, par la manière avec laquelle on laisse les jeunes s'exprimer et on les fait rencontrer des acteurs. Il y avait le grand rabbin Guigui qui était là à côté de différents imams, à côté d'autres intervenants. Et je pense que ça donne alors une autre vision des caricatures que chacun a parfois. On ne terminera pas sans parler des inscriptions, John Miquet. Vous préparez donc un nouveau décret inscription. Il n'y aura normalement pas d'effet véritable en septembre 2016. Non, c'est pour de la rentrée 2017. C'est vraiment, on ne voulait pas prendre les gens en traître. Je crois qu'il faut que les règles soient bien claires avant qu'on inscrive un enfant. Comment est-ce qu'on peut changer les règles pour améliorer le fonctionnement des inscriptions? Est-ce que le critère géographique aura-t-il toujours autant d'importance? Alors, par rapport au boom démographique et à l'augmentation de la population scolaire, il faut d'abord, évidemment, prioritairement, créer des places. On est dans un processus où on crée des milliers de places à Bruxelles, dans le fondamental, dans le secondaire, et on va continuer. Et je suis en train de voir comment on ne peut pas, d'ici peu, lancer un vrai master plan de construction de la capacité scolaire à Bruxelles, avec aussi des emplacements géographiques qui soient beaucoup plus neutres en termes de quartiers, ce qui permettrait une meilleure diversité et diversification des populations. Donc ça, évidemment, c'est essentiel. Par ailleurs, on a un décret inscription, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est obligatoire, puisque le problème est de savoir ce que l'on fait quand vous avez une école qui a 100 places et que vous avez 300 personnes qui demandent de rentrer dans cette école. Il faut bien faire des choix. Et donc, c'est vrai qu'on a un décret inscription qui n'a peut-être pas laissé assez de place dans les coefficients au choix vraiment des parents. Moi, je veux renforcer d'abord le fait que les parents aient au maximum, en tout cas, beaucoup plus leur premier choix, leur deuxième choix, leur troisième choix, le choix d'école. Et que l'on diminue le poids des critères géographiques. Il en faudra toujours, mais par exemple, il y avait un critère géographique qui prenait la distance entre l'école primaire et l'école secondaire. Ça n'a en fait aucun sens de prendre ce critère-là, de l'abandonner.
de pouvoir peut-être anticiper, mais pour ça il faut que j'ai un accord politique, la manière avec laquelle on peut aussi valoriser les partenariats pédagogiques entre les écoles pour que justement on travaille ensemble les transitions entre primaire et secondaire, qu'on prépare les équipes. De remettre ce lien entre Voilà. certaines écoles primaires et certaines écoles secondaires. Pour peu qu'on ait un projet commun qui prépare les équipes au passage vers le secondaire de manière intelligente, ce dont on a besoin pédagogiquement. Et alors, ça pourrait peut-être être un élément parmi tant d'autres à prendre en considération. Éviter des exceptions, par exemple dans le nord de Bruxelles, qui fait que quand vous avez une commune où il n'y a pas de secondaire, tous les enfants de cette commune, comme à Berchem, ont priorité dans les écoles ailleurs. Ce n'est pas toujours très ressenti comme correct par les autres. Donc ça aussi, il faut évoluer. Merci Joëlle Milquet pour toutes ces précisions. Donc rendez-vous pour la rentrée 2017 pour que ces choses se mettent en place. Il faut d'abord que le décret soit accepté et soit voté. Mais ça, on le suivra, ne vous inquiétez pas. Demain, Stéphanie Meyer recevra Cécile Jodogne. Bonne journée.